Bonjour. Aujourd'hui, on explore un sujet vraiment partout en ce moment. Le nerf vague, on entend beaucoup de choses, hein, que ce serait la clé contre l'anxiété, l'inflammation, même la digestion, une sorte de remède miracle. Oui, bonjour. Cet enthousiasme, il est bien réel. Notre mission ici, en s'appuyant sur l'extrait Le nerf vague, mécanisme et limites thérapeutiques, c'est un peu de dépasser cet engouement. Voir si c'est si simple, quoi, de juste stimuler ce nerf. Exactement. Et c'est là que je trouve ça devient particulièrement intéressant. La source, elle suggère que se concentrer uniquement sur la stimulation directe, ça pourrait être incomplet si on ne regarde pas d'autres facteurs physiologiques. Alors allons-y. Ce fameux nerf vague, pourquoi on lui prête autant de pouvoir? Il est souvent vu comme ça, oui, comme une solution un peu universelle. On lui prête la capacité de calmer le système nerveux, de réduire l'inflammation, d'améliorer la digestion. C'est une promesse très, très séduisante, forcément. D'accord. Pour qu'on comprenne bien, scientifiquement parlant, c'est quoi ce nerf vague concrètement? Alors, c'est le 10e nerf crânien. Faut voir ça comme une grande autoroute d'information, en fait, entre le cerveau et la plupart de nos organes internes, les viscères. Il est vraiment crucial pour réguler des fonctions qu'on ne contrôle pas consciemment. Le rythme cardiaque, la digestion, la réponse inflammatoire, notre réaction au stress. Hmm. Et ce rôle anti-inflammatoire, ça c'est quelque chose de solide? Ah oui, ça c'est un point qui est particulièrement étudié. On parle du réflexe cholinergique anti-inflammatoire. En gros, activer le nerf vague peut aider à limiter la production de certaines molécules qui créent de l'inflammation dans le corps. C'est une découverte assez importante, hein. Ça fait quelques années qu'on documente ça et que la recherche continue d'explorer les mécanismes précis. D'accord. C'est clair, hein. Mais alors, pourquoi la source nous met en garde contre une vision trop simpliste? Il y a cette analogie là avec la voiture, je l'ai trouvée assez parlante. Oui, elle est très juste, cette métaphore. Elle illustre bien l'équilibre de notre système nerveux autonome, en fait. Pour ralentir une voiture, en général, on ne saute pas sur le frein direct. On commence par lever le pied de l'accélérateur. Logique? Et donc l'accélérateur dans notre corps, ce serait le système sympathique, celui qui nous met en mode action, stress, tout ça. Et le frein, alors, ce serait le nerf vague via le système parasympathique qui, lui, favorise le calme, la récupération. C'est bien ça? C'est exactement ça. Et la source met le doigt sur nos accélérateurs modernes. Le café, l'alcool, le tabac, la surexposition aux écrans, la surcharge de travail, aussi une alimentation qui peut favoriser l'inflammation. Tout ça, ça maintient notre système sympathique, notre accélérateur, disons, en sur-régime quasi constant. Ah, je vois. Donc l'idée centrale, c'est que vouloir freiner avec le nerf vague, alors que l'accélérateur est toujours à fond, ça risque de ne pas être très efficace. C'est peut-être ça qui explique pourquoi les résultats des études sur la stimulation sont parfois mitigés. C'est précisément le lien qui est fait. Des analyses de la littérature scientifique montrent en effet que les effets cliniques de la stimulation du nerf vague sont variables et, disons, pas toujours aussi nets qu'on pourrait l'espérer. Si le système accélérateur tourne à plein régime tout le temps, juste activer le frein, ça ne suffit pas pour retrouver un équilibre qui dure. C'est fascinant comme perspective. Et du coup, si freiner ne suffit pas, quelle approche alternative est suggérée? On parle de kinésithérapie viscérale dans l'extrait. Oui, l'extrait décrit une approche qui cherche plutôt à identifier les causes profondes. Au lieu de viser seulement la stimulation directe, on va s'intéresser à ce qui pourrait irriter ou restreindre physiquement le nerf vague lui-même, sur son trajet dans le corps. Des restrictions physiques? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut être? Mais la source donne des exemples, des tensions au niveau des cervicales par exemple, ou une mobilité réduite du diaphragme, ou même des contraintes dans les tissus plus profonds de l'abdomen, là où le nerf passe. L'idée, c'est que ces tensions pourraient agir un peu comme un frein à main mécanique, si on veut, qui empêche le nerf de bien fonctionner, même si on essaie de le stimuler par ailleurs. Donc, libérer ces zones permettrait de restaurer sa fonction naturelle. D'accord. Et comment on s'y prend concrètement pour libérer ces zones? C'est quoi les techniques? Alors, le texte évoque des choses comme le massage abdominal thérapeutique, mais bien ciblé, hein. Le travail sur la respiration profonde aussi, ça c'est clé, parce que ça influence directement le nerf via le diaphragme. Et puis, il y a tout l'accompagnement pour modifier certaines habitudes de vie, celles qui entretiennent le déséquilibre justement. On est loin de l'idée de la pilule magique ou du bouton on-off, là. Le nerf vague, il apparaît plus comme un
Un indicateur, un messager en fait. C'est tout à fait ça. Un messager du vivant. C'est joliment dit dans la source. Pour qu'il puisse bien faire son travail de régulation, eh bien, il faut lui offrir un environnement qui soit favorable. Et ça passe par réduire les accélérateurs chroniques dont on parlait et s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle physique sur son chemin. C'est l'équilibre global qui prime sur l'activation d'un seul élément. En somme, pour résumer, avant de chercher à booster le frein à tout prix, il faudrait peut-être d'abord apprendre à lâcher un peu l'accélérateur et vérifier que rien ne bloque la pédale de frein elle-même. C'est vraiment le message essentiel qui ressort, oui. Considérer le corps dans sa globalité, sa mécanique, sa physiologie, avant de cibler juste un composant, même un composant aussi important que le nerf vague. Et ça nous laisse avec une question assez intéressante pour la suite, je trouve. Dans un système aussi interconnecté que notre corps, quelle est vraiment la portée d'une intervention qui se concentre sur un seul élément, aussi sophistiqué soit-il, si on n'adresse pas l'équilibre général et les causes réelles du déséquilibre? Ça te donne à réfléchir.